Bonjour à tous. Donc, pour la suite du cours, puisqu'on parlait tout à l'heure du NAT, nous allons donc voir ce que c'est que le NAT. Alors, j'ai fait le schéma de mon architecture actuelle. Donc, j'ai un firewall, j'ai un routeur opérateur, ensuite j'ai Internet. Donc, pour compléter le schéma, je vais mettre une adresse IP publique sur cette interface WAN. Bon, je vous donne pas mon adresse IP publique, hein. Donc, 203.1.2.1. Ensuite, j'ai mon adresse réseau qui est ici. Et puis, ces adresses réseau, ces adresses-ci, on ne les comptait pas. Donc, tout ça, on avait dit que c'est la partie 1. Et ici, c'est le LAN. OK. Alors, c'est quoi le NAT? Si je veux, j'ai mon routeur, un exemple classique. J'ai mon routeur ici, j'ai un réseau qui est en 172.16.1 ou une adresse IP qui est en 172.16.1.2 et je suis en face, donc on ne va pas sur Internet, hein. Donc moi je suis en 192.168.1.1. Je veux communiquer avec cette adresse-là. Grâce au mécanisme de NAT, ce qui va se passer, c'est que quand je vais envoyer mon flux pour communiquer avec cette adresse-ci, le NAT va changer mon adresse là. Donc, elle va natter, elle va translater, elle va mapper mon adresse-ci en une autre adresse qui sera en 172.16.1.1 par exemple. Et de ce fait, lorsqu'elle va donc mapper cette adresse-là, en cette adresse-là, on sera donc dans le même réseau. Donc, les deux machines vont pouvoir discuter. En gros, à quoi sert le NAT? Le NAT sert donc à transformer une adresse en une autre adresse. Voilà. Maintenant, en réalité, comme les adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet, le NAT va nous servir à transformer nos adresses IP privées en adresses IP publiques. C'est la raison pour laquelle je vous ai renseigné mon adresse IP publique ici. En gros, à chaque fois que je vais discuter avec Internet, je ne pourrai pas discuter sur Internet avec cette adresse IP privée là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller ici, je vais aller dans le firewall. Le firewall va transformer ça en une adresse IP publique et puis il va balancer ça ici. Et lui, il va se débrouiller en fait pour envoyer le paquet à la bonne destination. Donc, ne vous inquiétez pas des problèmes de routage sur Internet. Ils savent comment ils se sont débrouillés pour que tous les paquets arrivent à destination. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Maintenant, comment le NAT va se passer? Initialement, vous avez trois types de NAT. Donc, le NAT statique. Le NAT statique, c'est-à-dire déjà le NAT, c'est Network Address Translation. Donc, ensuite, le NAT statique, ça signifie tout simplement qu'on va avoir une adresse IP publique qui ne va pas bouger. Ça sera toujours cette adresse IP. En gros, côté réseau, si on a 10 utilisateurs, 10 users qui ont une adresse qui va commencer par 192.168.1.1, ensuite point 1, point 2, point 1, point 3, point 4, etc. jusqu'à point 10. À chaque fois que l'une de ces machines va aller sur Internet, son adresse sera translatée en cette adresse-là. Sauf que chaque fois que vous voulez consulter un service sur Internet, vous allez utiliser un numéro de port.
Ça signifie quoi? La plupart du temps, quand on va sur Internet, on fait du HTTP, du HTTPS. Si nous sommes 10 personnes dans une entreprise et qui allons sur Internet, ce qui va se passer, c'est que si j'utilise le port 80 pour aller sur Internet, tant que, donc si par exemple la personne qui a une adresse IP en 192.168.10 utilise le port 80, donc 2.80, celui qui a le point 9 ne pourra pas utiliser le port 80 parce que moi je l'aurais bloqué. Donc, il va devoir attendre que je libère le port 80 pour l'utiliser, ce qui est impossible parce que toute la journée, si une seule personne va sur Internet, alors c'est très problématique. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs bien parce que si ça se passait comme ça devait être problématique. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que lorsque un utilisateur va sur Internet, au niveau de la source, lui, il tape une URL sur Internet, sur son PC avec un navigateur Firefox ou bien Google Chrome. Il va sur le port 80, sauf que quand son paquet arrive dans le firewall ou dans le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va translater son port, c'est-à-dire le port 80, il va le changer en un port aléatoire, par exemple le port 2000. De ce fait, en surchargeant du coup ces ports-là, tous les utilisateurs, donc tous les 10 users, quand ils veulent se connecter sur le port 80, leurs ports sont changés, par exemple en 2001, 2002, 4000, etc., etc. Mais le port destination va rester le port 80. Donc le port source sera changé, mais le port destination sera le port 80. Ça, le NAT est très bien parce que c'est un bon moyen de se cacher, de cacher son adresse IP, de cacher son numéro de port, de telle sorte que si une personne pirate votre firewall ou votre routeur, s'il se met à écouter les ports, il ne pourra pas savoir quel est le port source que vous consultez, quoi. Donc, vous voyez un peu les avantages du NAT. Donc, là, ce qu'on a vu, donc, on a vu le NAT statique parce qu'on utilise une seule adresse IP. Et en plus, on va parler de SNAT parce qu'on utilise des adresses IP source. Maintenant, quand on fait de la translation de port, on fait ce qu'on appelle du PAT, Port Address Translation. Donc, les deux vont toujours ensemble et de toute façon, c'est comme ça que ça se fait. Donc, il ne peut pas y avoir de NAT sans le PAT aujourd'hui. Ça peut se faire, mais généralement, c'est pas ce qui se fait parce que dans un foyer, même chez des particuliers, il y a plusieurs machines et vous avez des tablettes, vous avez des téléphones, etc. Donc, imaginez s'il n'y avait pas du PAT. Voilà. Donc, on a donc vu la notion de NAT et de PAT. Maintenant, on va revenir sur une autre notion qui est le NAT, mais cette fois-ci avec des pools d'adresses et on va parler de DNAT ou Dynamic Network Address Translation. Ça se trouve généralement dans les grandes entreprises, le Dynamic Network Translation. Pourquoi? Parce que les entreprises, vu qu'elles ont les moyens, elles sont capables de réserver des pools d'adresses IP publiques. C'est-à-dire, elles vont prendre une adresse en 203.1.2.2.1 jusqu'à 10. Donc, elles peuvent réserver 10 adresses IP publiques. Et de ce fait, lorsque ils vont chercher à aller sur Internet, après, ça va dépendre de comment ils ont décidé de configurer leur pare-feu ou leur routeur. Mais ils peuvent se dire 5 adresses IP publiques
vont être réservés pour aller sur des serveurs distants. Ce qui signifie que on peut faire ce qu'on appelle de la surcharge ou non. La surcharge, c'est en fait qu'on va natter les ports pour faire des économies des adresses parce que si je prends 10 adresses IP publiques, ça veut dire que dans mon entreprise, il peut y avoir 100 personnes. Donc forcément, si les 100 personnes veulent aller sur Internet, elles vont utiliser le port 80 et le port 80 ne sera pas de surcharge. Et la surcharge, c'est tout simplement la translation de port. Et ensuite, ils peuvent décider de réserver 5 adresses pour faire du 1 pour 1, c'est-à-dire un utilisateur va utiliser une adresse, un autre utilisateur va utiliser une adresse, un autre utilisateur va utiliser une adresse et un autre, donc 5 adresses. Et une fois que les 5 adresses sont prises, si un sixième utilisateur veut venir se connecter, il ne pourra pas. Il sera obligé d'attendre qu'une personne libère l'adresse. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Mais sinon, ce sont des cours qu'on apprend lorsque vous passez vos certifications Cisco, ou lorsque vous suivez un cursus sur réseau. Donc, on vous parle du NAT, du PAT et du pool d'adresse. Ok. Donc, si vous avez compris ça, on va passer à la pratique et je pense que vous allez mieux comprendre la pratique. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, donc, on va déjà commenter la première règle puisqu'on a déjà activé le NAT pour aller sur Internet. Et donc, regardez au niveau du NAT, comme je vous disais, actuellement, c'est du SNAT qu'on fait, c'est du port source qu'on fait. Donc, on vous dit utiliser l'adresse de l'interface sortante. L'adresse de l'interface sortante, c'est quoi pour vous dans cette architecture? C'est celle, alors, où est mon tableau? Alors, quand on parle d'adresse sortante, ce n'est plus l'adresse WAN dont on parlait ici, mais c'est cette adresse WAN là où vous avez l'adresse IP publique. Donc, nous on a mis une route statique, le firewall se débrouille à envoyer au routeur et puis les deux s'arrangent pour donner l'adresse WAN. C'est pas notre problème en fait. Donc, lui, quand vous cochez utiliser l'adresse WAN sortante, lui, il arrive à déterminer qui est l'adresse WAN. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que vous avez fait ça, lui, il se charge du reste. Donc, vous avez vu que c'est très facile à mettre en place. Alors, on n'a pas la possibilité de voir comment ça se passe le processus de transaction, mais vous pouvez quand même aller sur Windows 7 ici pour voir. Alors, je vais arrêter là parce que c'est le firewall qui bloque. Pour voir ici, si vous faites un netstate, vous allez voir que l'adresse IP, vous voyez le numéro de port comme il est noté. Ici, je vais aller sur Facebook. Facebook, c'est toujours du HTTPS. Donc, regardez, je vais sur Facebook, je fais un netstate. Vous voyez, Facebook, il change de port. Le port change tout le temps. Le port change tout le temps. C'est pareil pour le DC. Bon, je sais pas, il a du mal à démarrer. Mais vous voyez que le port change tout le temps. Maintenant, si vous voulez faire du pool d'adresses, c'est-à-dire le NAT, donc là vous avez vu qu'on fait du NAT et en même temps on fait de la translation de port. Donc les ports changent aussi. Donc maintenant si vous voulez faire du pool d'adresses IP, on va passer plutôt sur l'autre règle, comme ça on ne modifie pas notre règle. Alors, je fais le pool, je vais prendre un pool d'adresses ici. Je vais l'appeler pool 1. Et cette fois-ci, je vais dire, comme je vous disais, 203.1.2.1 à 203.1.2.1.
ici, par exemple. Vous voyez, quand vous faites de la surcharge, c'est ce que je vous disais, si vous décidez de faire de la surcharge, ça veut dire que vous allez translater, même si vous avez 10 adresses, 10 adresses au total, vous allez aussi faire de la surcharge, c'est-à-dire natter les ports. Par contre, si vous faites du 1 pour 1, en gros, vous allez utiliser uniquement ces 10 adresses-là. Ça veut dire que si les 10 adresses sont occupées et qu'il y a 10 personnes qui veulent, enfin, qu'il y a 100 personnes dans l'entreprise et qu'il y a 10 personnes qui veulent se connecter sur Internet, tant que les 10 adresses sont utilisées, personne ne pourra se connecter sur Internet. Donc, ça, c'est beaucoup plus utilisé quand vous voulez vous connecter sur des serveurs distants, hein. Donc, par exemple, des personnes qui ont hébergé leur serveur dans le cloud. Après, ce sont des serveurs particuliers avec des ports particuliers. Voilà. Donc, en parlant de ports particuliers, donc vous pouvez décider donc de choisir une plage de ports ici. L'allocation de blocs de ports, hop, vous voyez ici, taille bloquée, blocage par utilisateur. Par contre, ça, je n'ai jamais testé, ni ça d'ailleurs. Mais on vous dit ici, vous allez prendre une plage d'adresse IP interne. Comme je vous disais, si vous voulez aller sur des serveurs spécifiques, vous allez choisir les PC qui vont aller sur des serveurs spécifiques et vous allez choisir des adresses externes, des adresses publiques que ces PC-là utiliseront. Voilà, donc à l'idéal, si vous installez dans une entreprise qui veut juste aller sur Internet, vous pouvez uniquement faire de la surcharge. Donc vous validez et puis vous pouvez choisir votre pool là. Et c'est tout. Voilà. Donc, vous avez donc vu comment on utilise le SNAT, le DNAT et le SNAT par pool d'adresses.